Le Nasdaq qui se porte bien, merci pour lui, après une année 2022 catastrophique. Le Nasdaq est en hausse de 16%. Est-ce trop tard pour prendre le train et monter ou est-ce qu'il faut rester à quai? On en parle avec vous. Frédéric Rosier, bonjour. Bonjour David. Pour la Banque Mirabeau, une petite question. L'année noire donc, est derrière l'argent maintenant pour les valeurs de la tech. En même temps, ce n'était pas totalement démérité ou immérité. Hein. Oui, effectivement. L'année dernière, c'était une année de fort ralentissement sur ces valeurs technologiques. Hein. Même les GAFA ont connu une forme de normalisation de la croissance, voire de la décroissance. Hein, on l'a vu avec Meta. Mais on avait des taux de croissance qui étaient tout juste au-dessus des 10%, par exemple, sur Microsoft. Donc on voit qu'il y avait un ralentissement parce qu'on avait oublié que ces valeurs-là, il y avait une part de cyclicité dans leur activité. Je pense notamment tout ce qui est adressable aux entreprises. Hein. Lorsque vous avez un ralentissement économique ou des craintes sur la croissance, naturellement, les investissements sont plus réduits. Et on l'a vu. Ce mouvement a été relativement important, une baisse de quasiment 30% sur le Nasdaq, qui s'est ajouté aussi avec la compression des multiples, hein, puisque avec la hausse des taux d'intérêt, les multiples de valorisation relativement élevés étaient moins supportés par les investisseurs. Le retour en grâce, on en perd 30, on en gagne 15. On n'a pas refait tout le chemin. Non, mais deuxième trimestre le plus important en termes de hausse depuis 2012. Hein, donc on est vraiment sur une... Après une année de merde. Faut dire oui, je vous laisse le choix du mot. Mais oui, c'est du jamais vu sur le Nasdaq, 33% de baisse. Oui, mais on était en mode bulle. Honnêtement, on était en mode bulle parce que l'abondance de liquidités a fait qu'on a accepté, je vous dis, des valorisations qui devenaient totalement absurdes. Et force est de constater d'ailleurs que ce mouvement de reprise sur le Nasdaq, c'est aussi à mettre, et notamment les accélérations récentes, est dû à ce bilan de la Fed qui s'est un peu alourdi, hein, notamment après le sauvetage de SVB. On a vu que le bilan de la Fed s'est alourdi de 400 milliards. C'est un peu en adéquation d'ailleurs avec la hausse des capitalisations boursières sur ces valeurs-là. Donc ce retour en grâce, encore une fois, de la tech américaine depuis le début de l'année, elle est légitime, justifiée, ou c'est le retour de la bulle? Alors j'écoutais un peu les propos de votre intervenant précédent. Nicolas Dufour, le patron de la banque. Et effectivement, il y a quelque chose qui arrive, qui nous tombe dessus avec une violence incroyable, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'on est coutumé sur la bourse de trouver toujours les thématiques, généralement qui durent très peu de temps, 6 mois, 1 an. Je vous parle par exemple du Meta il y a 1 an, mais l'intelligence artificielle a des conséquences relativement fortes en termes de perspective de développement de ces entreprises. Notre confrère Goldman Sachs estimait qu'on est sur les 10 années à venir, c'est quasiment 7 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de résultats supplémentaires à avoir. Et l'intelligence artificielle, ça représenterait à peu près un quart, notamment du global des ventes de software. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences en termes bien sûr de nouveaux produits, mais aussi de productivité pour l'ensemble des sociétés. Donc il y a énormément avec tous les dangers éthiques aussi qui sont liés. Mais ceux qui mettent les red flags aujourd'hui, c'est ceux qui ont financé aussi le développement de cette intelligence artificielle. Donc oui, bien sûr, mais c'est pas nouveau. On découvre quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a en 97 notamment avec IBM qui mettait ce logiciel en face de Kasparov, c'était déjà l'intelligence artificielle. Hein. Donc c'est pas nouveau, c'est pas une technologie nouvelle. On la connaît depuis pas mal de temps. YouTube, par exemple, quand vous choisissez, vous avez des contenus qui sont destinés, ou même Veta, avec votre façon de consommer ou de vous mouvoir dans le web, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, on a passé un cap. Là. Par contre, on a passé un cap. Et il y a des conséquences sur le développement d'entreprises, et je pense notamment donc l'activité software. Qui est considérable. Je pense notamment l'activité de CRM. Donc on a par exemple un acteur comme Salesforce. Comprenez bien que quand vous avez la data, c'est le cas quand vous avez une activité de CRM, mais en plus vous mettez de l'intelligence par-dessus. Donc ça veut dire que toutes vos politiques de campagne publicitaire, CRM, c'est la gestion des données et de l'information client notamment pour pouvoir cibler des campagnes. Mais quand vous avez rajouté de l'intelligence artificielle par rapport à ça, vous imaginez les gains de productivité que vous pouvez avoir et comment cibler votre publicité. Et donc ça, c'est relativement important. Adobe, par exemple, dans la communication. Amusez-vous, mais il y en a qui l'ont fait avec ChatGPT. Vous mettez, fais-moi une campagne de publicité pour un produit X, un yaourt. Que ce soit une sous-présentation PowerPoint ou autre, il vous fait directement une VBA, ce qu'on appelle une VBA, c'est-à-dire un code
que vous allez pouvoir simplement copier-coller et ça va être quelque chose qui est assez proche d'une production que vous retrouverez notamment dans les équipes marketing. Donc ça, c'est aussi des gains de productivité. Ah, bien sûr, les dangers, notamment sur l'emploi, c'est évident. Donc il va falloir trouver ce juste mesure. Mais lorsqu'on entend, par exemple, ces gains de PIB qu'on pourrait avoir avec le développement d'intelligence artificielle, la question, c'est... On sait que c'est de la création destructrice, c'est-à-dire qu'on va avoir une destruction peut-être effectivement de valeur quelque part, d'emplois, mais on va créer de nouveaux emplois derrière. Donc il va falloir maîtriser un peu tout ça, mais en tout cas ce qui nous concerne, c'est l'évolution du Nasdaq. Vous avez des acteurs aujourd'hui qui sont au cœur de ça. Ah justement. Alors, c'est bien simple, il ne faut pas réinventer la roue. Aujourd'hui, les entreprises comme... Vous allez me dire Microsoft et Google. Pas seulement. Pas seulement. Ouais. Mais c'est vrai que Microsoft, avec l'intégration notamment dans 365 Office ou dans Bing, par exemple, avec l'AI ChatGPT, va gagner effectivement énormément d'avance. Maintenant, Alphabet n'est pas loin aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des déboires par rapport au lancement, mais vous avez des applications qui seront, par exemple, pour des acteurs comme NVIDIA, parce que l'intelligence artificielle, ça a besoin énormément de ressources. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, le secteur des semi-conducteurs va profiter de tout cet environnement. Meta également se met dessus. Vous avez Amazon. Amazon aussi, c'est un cœur très important. Donc on joue les GAFA, quoi. Les GAFA, en allant un peu plus loin, je répète, Salesforce, NVIDIA, Adobe, Intuit par exemple, dans le logiciel finance. Donc il y a énormément aujourd'hui d'acteurs qui sont concernés par ça, pas uniquement celui qu'on imagine tout de suite du software, mais également du cloud également qui doit s'adapter, ce qu'on appelle l'hyperscale, c'est-à-dire le cloud intelligent. Aujourd'hui, les racks où vous mettez vos datas, c'est fini. Vous ne pouvez plus aujourd'hui par rapport aux attaques de cybersécurité que vous allez avoir à subir par la quantique notamment, il va falloir une réponse beaucoup plus importante, beaucoup plus forte et intégrer cette intelligence. Donc, bien sûr, les entreprises qui sont liées à cette cybersécurité, au stockage de données, je pense aux États-Unis par exemple, des sociétés comme Datadog ou Snowflake par exemple. Donc il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont revenus sur des niveaux de valorisation, on va dire, plus normés, avec énormément de cash. Quand vous regardez l'operating cash flow, c'est-à-dire le cash récurrent des activités industrielles de ces entreprises, c'est quasiment, pour toutes ces entreprises, entre 50 et 100 milliards. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà une sacrée somme. Mais quand les taux d'intérêt sont à 5, c'est différent de l'année dernière où les taux étaient à 0. Donc quand vous avez une position cash très très forte, 100 milliards pour beaucoup, quasiment 100 milliards en cash ou net équivalent à 5% de rémunération, que vos concurrents un peu faibles, qui ont du mal à se refinancer, on en parlait tout à l'heure, parce que SVB a provoqué un clash sur le refinancement des startups notamment et des entreprises qui sont un peu plus fragiles. Vous avez en plus une position dominante pour faire des acquisitions structurantes et avoir de la croissance externe. Donc elles ont tout aujourd'hui, elles ont tout sur ces niveaux de valorisation. Donc elles, c'est GAFA plus, dans lequel je rajouterai aujourd'hui Meta, que je rajouterai quelques sociétés du logiciel. Il faut surtout viser quand même des entreprises qui ont une position net cash positive, qui ont un endettement faible et qui ont de la croissance. À partir du moment où vous faites ce pari-là, il est clair que ça sera le pari gagnant pour l'année. C'est le retour en grâce des techs versus notamment les valeurs un peu plus cycliques, mécaniquement, puisqu'on parle aujourd'hui d'un ralentissement économique et des taux d'intérêt, en tout cas des taux longs qui ont tendance à baisser, qui permettent une revalorisation des multiples beaucoup plus importante. Donc c'est le choix gagnant, c'est un parcours qui a été assez impressionnant depuis maintenant 3 à 4 mois. Je pense que c'est... Et il y en a encore. Il y en a vraiment sous le pied. Je pense qu'on peut très bien avoir un Nasdaq qui finit l'année à plus 25 cette année sans problème. Donc on aura fait la moitié du chemin. Et d'ailleurs, si vous regardez le S&P, le S&P en globalité, c'est 15 valeurs qui portent le S&P. Le S&P est positif, on doit être à peu près à plus 7. Si vous enlevez les 15 valeurs qui portent la hausse, on est négatif, c'est toujours les mêmes. Ouais, tout à fait. Donc on voit une hyper-concentration justement de la performance des indices. Regardez le niveau du Dow Jones par rapport au niveau de début d'année. Donc on voit qu'il y a une rotation sectorielle qui est très, très forte. Et je pense que ça va s'accentuer dans les semaines qui viennent, surtout si les données macroéconomiques ont tendance à se dégrader et les taux longs ont tendance à baisser. Ouais, ce qu'on a pu observer d'ailleurs depuis. C'est ce qu'on voit et qui continue. Voilà, il y a peut-être besoin d'une respiration par rapport à ce rallye qu'on a connu. Je ne dis pas qu'il faut acheter forcément tout de suite, mais c'est clair que si on est à côté de ces thématiques-là, aujourd'hui vous êtes en performance négative dans bon nombre de marchés si vous n'avez pas des valeurs de croissance. Donc il faut être, à mon avis, beaucoup plus conciliant par rapport même à des valorisations qui peuvent à l'instantané nous sembler un peu élevées, mais qui historiquement ne sont pas forcément si élevées que ça. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Merci, salut. Merci.